Thomas Bourgeonneau, bonjour Thomas. Merci d'avoir de bien vouloir répondre à notre interview. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de publicité parce que vous faites partie en fait de l'association RAP, qui est la résistance à l'agression publicitaire. Donc RAP, c'est une organisation française non gouvernementale qui a été fondée en 1992. Donc l'objectif de l'association, c'est de lutter contre les effets jugés néfastes de la publicité sur la société, et en particulier l'omniprésence de messages publicitaires dans l'espace public. On s'intéresse à tous les sujets de la publicité, D'accord. mais c'est vrai que le sujet espace public est assez prédominant dans nos activités. J'ai lu que vous critiquiez en particulier l'influence de la publicité sur la culture, au sens large. Et je reprends une citation de votre site qui dit « La publicité ne s'adresse qu'aux consommateurs, au détriment des citoyens éveillés et responsables. À la publicité, nous préférons la culture, le paysage et les arts, qui embelliront nos villes et nous divertiront sans arrière-pensée commerciale, la philosophie, la poésie, l'humour et la littérature, les associations, la politique locale et les initiatives sociales, l'expression libre, individuelle et gratuite. » Et vous finissez en disant « La seule publicité acceptable est celle que l'on consulte librement en conscience. » Effectivement, nous, on part du constat que la publicité est en grande partie imposée à nous, Oui. et qu'elle a un message un peu unique, à savoir consomme, consomme, consomme. Pour aller un tout petit peu plus loin, c'est consomme majoritairement des biens et services qui sont néfastes, soit pour l'environnement, soit pour le citoyen. Donc je pense à l'avion, à la voiture, aux gadgets électroniques à renouveler sans cesse, à la garde-robe à renouveler sans cesse, à la malbouffe, énormément de malbouffe, aux paris sportifs, à l'alcool. Donc voilà, ça c'est un peu les messages qu'on peut retrouver quand on sort de chez soi dans la rue. Mm-hmm. Ou qu'on regarde la télévision, ou que on écoute la radio, ou que on se retrouve avec ce genre d'annonces dans la boîte aux lettres. Donc voilà, c'est un peu le message que la publicité véhicule, c'est acheter des biens et qui sont pas forcément très bons, ni pour l'individu, ni pour la planète. C'est une question que peuvent se poser les gens qui découvrent le rap, c'est est-ce que vous êtes contre la publicité dans l'absolu, c'est-à-dire est-ce que vous voulez qu'un espace public sans publicité, et même des revues, des journaux sans publicité, ou est-ce que vous tolérez une certaine forme de publicité? Alors nous, on prend le sens publicité dans un terme très large, à savoir rendre publique une information. Donc pour répondre très concrètement à la question, refuser de rendre public des informations, ça n'aurait pas de sens. Mm-hmm. Donc on n'est pas contre la publicité en soi. D'accord. Par contre, c'est pour ça que d'ailleurs dans le manifeste que vous avez cité plus haut, on dit que la seule publicité qui est acceptable, c'est celle qui est reçue en conscience de manière éclairée. Mm-hmm. À savoir qu'il faut faire des démarches pour accéder à l'information commerciale. Aujourd'hui, quand vous allez dans la rue, vous êtes face à un 4x3, vous êtes passif face à la réception d'informations. Mm-hmm. Alors que si on diminuait les formats de manière drastique, qu'on interdisait la publicité lumineuse et encore plus numérique, on aurait moins de sollicitations, puisqu'on devrait se déplacer vers le panneau pour accéder à l'information. D'accord. Et du coup, ça, le fait de proposer de diminuer les formats, par exemple, d'enlever la lumière, donc d'obliger à se rapprocher. Est-ce que pour vous, c'est une finalité ou est-ce que c'est une étape vers le fait de supprimer carrément la pub à un moment donné, enfin cette information-là à un moment donné? Non, c'est une finalité. Après, faut voir quelle information on diffuse sur ces panneaux. Aujourd'hui, c'est majoritairement de la multinationale. Mm-hmm. Nous, on est aussi pour rééquilibrer les secteurs. Donc, mettre plus d'informations associatives, politiques, d'opinion, plus de commerce, mais petits commerces. Mm-hmm. Et éventuellement garder quelques publicités pour des multinationales. Mais voilà, ce serait rééquilibrer le poids qui aujourd'hui est majoritairement, c'est des supports qui servent à des grandes entreprises de fast-food ou de soda de diffuser leurs messages. Et demain, ce sera peut-être le boulanger du coin, l'association de quartier qui va faire une brocante, le petit théâtre du coin qui propose sa programmation. D'accord, parce que en fait, je vous pose cette question parce qu'aujourd'hui, à peu près 60%, voire 65%, je n'ai pas les derniers chiffres, de la publicité et de la publicité numérique, en tout cas des budgets en publicité sont mis dans la publicité numérique. Du coup, comment on fait pour réduire? Est-ce qu'il faut réduire la taille de la publicité numérique ou vous avez des propositions là-dessus, mettre un bouton pour la voir et la cacher en permanence? Qu'est-ce que vous proposez?
Alors sur la publicité numérique, c'est plus compliqué que dans l'espace public, puisque dans l'espace public, on a déjà un corpus de textes législatifs qu'on peut améliorer. Donc le code de l'environnement qui encadre la publicité extérieure, donc on peut diminuer les formats et interdire la publicité lumineuse, par exemple. Sur le numérique, ça touche, et c'est pareil pour les médias d'ailleurs, ça touche directement au modèle économique des sites. Donc vous avez des sites aujourd'hui qui fonctionnent sans pub. Le site de résistance à l'agression publicitaire, par exemple, fonctionne sans publicité et existe grâce aux dons des adhérents. Vous avez Mediapart qui fonctionne sans publicité, Reporter, Arrêt sur Image, il y a quelques sites. Il y a des journaux papier qui fonctionnent sans pub, enfin des journaux. Il y a le Canard enchaîné qui fonctionne sans pub, par exemple. Et Charlie Hebdo, à part ces deux-là, il n'y en a pas des masses des journaux papier qui fonctionnent sans publicité. Par contre, c'est plus compliqué d'aller voir Le Monde ou TF1 ou Facebook, pour prendre un peu les 3 médias qui fonctionnent sur la publicité, et leur dire maintenant vous allez changer votre modèle économique et plus fonctionner sur la publicité. Pour le coup, on a moins de propositions sur le numérique, même si c'est un sujet qui est... Enfin, sur le numérique, nous on propose aux gens de mettre un bloqueur de pub. Donc c'est pas un truc très collectif, c'est juste une défense individuelle qui permet d'éviter de se retrouver avec des messages publicitaires partout. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Si je vous ai invité à discuter, à dialoguer avec moi aujourd'hui, c'est parce qu'en fait j'avais envie, en tant qu'expert de la publicité, que vous me parliez de l'aliénation du consommateur. Et la première chose, déjà, c'est de déterminer si effectivement, enfin, en tout cas, essayer de deviner ou de toucher du doigt, est-ce que le consommateur est effectivement aliéné ou pas. Mais avant d'aller sur cette étape, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, parce que je vous présente comme un expert de la publicité, mais les gens ne vous connaissent pas. Alors, est-ce que vous pouvez dire un petit peu qui vous êtes? Ouais, donc moi je suis Thomas Bourgenot, je suis chargé de plaidoyer à l'association Résistance à l'agression publicitaire donc depuis 2009, et je milite dans le mouvement anti-pub depuis une vingtaine d'années. J'ai commencé à faire des actions en 2003. D'accord. Et en tant que chargé de plaidoyer, votre travail, c'est quoi? Alors c'est surtout d'aller voir les politiques pour faire en sorte que les règles soient plus restrictives. D'accord. Donc typiquement quand je suis arrivé, on était en plein Grenelle de l'environnement, et donc aller aux réunions de concertation, défendre les positions de l'association, les revendications de l'association, et faire en sorte, quand il y a des projets de loi, que des députés déposent des amendements pour aller dans notre sens, pour qu'ils soient débattus. Vous faites un peu de lobby du coup auprès des députés, c'est ça? On appelle ça plaidoyer pour éviter le mot lobby, mais très concrètement c'est du lobbying, sauf que nous on le fait de manière transparente, en disant ce qu'on fait et en disant pourquoi on le fait. Ce qui n'est pas toujours le cas des lobbies tels qu'on l'entend quand on pense au lobby des pétroliers ou autres. Du coup, moi je parlais d'aliénation par la publicité. On peut appeler ça, pour l'instant, on va appeler ça distraction, d'accord, tous les deux. On va dire qu'il y a de la distraction publicitaire, en considérant que ce n'est pas aussi grave que l'aliénation, c'est quelque chose de minime. Mais du coup, j'aimerais discuter sur ces points-là. D'abord, la première chose, c'est quelle est la nature, selon vos connaissances, de la distraction publicitaire? Comment est-ce que la publicité nous distrait, voire nous aliène, du coup? Alors, il faut peut-être faire un petit retour sur comment est-ce que la publicité actuelle est née. Et ça se passe plutôt dans les années 50-60, où les industriels se retrouvent avec une surproduction assez dingue, puisqu'on a augmenté les capacités productives du système économique. Par contre, les consommateurs et consommatrices ne sont pas encore prêts à consommer autant que ce que les industriels peuvent produire. Et c'est à partir de là où les agences de publicité ont commencé à engager des sociologues, des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes, plein de noms en vogue, pour comprendre les motivations des gens à faire telle ou telle chose, et notamment acheter tel ou tel produit. Donc c'était la recherche des motivations. Et c'est à partir de là où on a commencé à voir le système publicitaire tel qu'on le connaît, donc à chercher dans les valeurs, à chercher... D'ailleurs, c'est à peu près à cette époque-là où on arrête de parler de réclame et on commence à parler de publicité. Il faut aller de manière un peu plus discrète, chercher de la familiarisation avec les gens, essayer de trouver une sorte de connivence. D'accord. Et donc créer des associations d'idées positives. Donc la réclame, avant, c'est quand même beaucoup de l'information, on a des immenses pages avec très peu de dessins, beaucoup de textes. Généralement, c'est un outil d'information.
D'accord. Et du coup, à partir de ces informations-là que vous nous donnez, est-ce qu'on peut comprendre quelle est la nature de la distraction publicitaire? Comment la publicité affecte les gens? Vous parlez Bah, de proximité, de sensation, du coup, de discrétion. Alors, il y a un biais qui est très important, un biais cognitif qui est très important, qui fonctionne très bien dans la publicité, c'est le biais de simple exposition, pardon. mhm, À savoir si je vous mets une vingtaine de noms qui n'ont qui n'existent pas, mais que je les mets, tel nom je le mets 5 fois, tel nom je le mets 20 fois, tel nom je le mets juste une fois. mhm. Si je reviens quelques jours après et je vous demande si vous avez un biais positif sur ces noms-là, les noms qui reviennent le plus auront un meilleur score que les noms qui seront peu venus. Et en fait, ça, c'est juste que plus vous êtes exposé à un nom, à une marque, plus vous avez un biais positif vis-à-vis d'elle. En gros, la première fois que vous voyez un slogan, vous vous questionnez sur le slogan. La deuxième fois, votre cerveau vous dit « Ah ben je le connais ». La troisième, il sait même plus pourquoi il le connaît, mais il a un biais positif. Nous, ce qu'on dit, c'est que les consommateurs, consommatrices ne sont pas des chiens de Pavlov, à savoir, on voit une publicité pour un soda, on court au supermarché pour se l'acheter. Par contre, à force de voir telle marque de soda, d'ailleurs, quand je dis le mot soda et pas la marque, j'imagine que j'ai créé Ouais. le nom d'une marque dans votre cerveau. Mhm. Et c'est juste que quand vous êtes dans le supermarché et que vous êtes face à un rayon de soda, votre cerveau, il va aller plus rapidement vers le soda qui a fait la publicité que vers le soda qui n'en a pas fait. Parce que D'accord. votre cerveau va se dire, je le connais, j'ai plus confiance. Donc ce biais de simple exposition, est-ce qu'il est cumulé avec d'autres choses ou est-ce que c'est le seul effet de la publicité sur nous? C'est le plus gros, celui qui a le plus d'effet, c'est la répétition. Hein, donc c'est D'accord. ce Mhm. biais-là. Mais après, il y a tout le côté, on va accoler des valeurs à notre marque. Mhm. Donc typiquement, tel fast-food, ça va être la famille et le partage dans la famille. Telle marque de jeans, ça va être la rebelle attitude. Et donc telle marque de sport, ça va être le dépassement de soi. Donc on va accoler des valeurs à la marque. Et donc ça va créer une proximité supplémentaire à la marque. Je me questionnais sur les sommes faramineuses qui sont investies dans la publicité. On estime qu'en 2023, il va y avoir à peu près 727 milliards, 727,9 précisément milliards de dollars Au niveau américains au niveau mondial. J'imagine que le fait qu'il y ait des sommes aussi importantes qui soient dépensées dans la publicité, je crois que ça fait quelque chose comme 3,3% du PIB mondial, un truc comme ça, c'est parce que ça fonctionne, la publicité. Ouais, alors il y a un adage en publicité qui dit il y a une dépense publicitaire, c'est 50% qui marche et 50% ne marche pas, mais on ne sait pas quel 50% marche ou pas. Donc ça c'est un adage, c'est une D'accord. petite blague de publicitaire. Pour nous, la publicité, ça fonctionne. Si ça fonctionnait pas, effectivement, au niveau monde, c'est dans les ordres d'idées que vous donnez, dans les ordres de grandeur, entre 500 et 1000 milliards de dollars. Ouais, Au niveau France, c'est dans les 30, entre 30 et 33 milliards par an, d'accord. ce qui correspond à 1,52% du PIB Mhm. français. Mais très clairement, la publicité, ça normalise aussi des comportements. Typiquement, je me souviens des fins des années 90, quand on a l'apparition des téléphones portables, tout le monde dit mais non, je veux pas être dérangé partout. On critique beaucoup le fait de parler tout seul dans la rue. Et ensuite, il y a eu des campagnes de publicité et très rapidement, les gens ont commencé à, À à utiliser les s'équiper portables. de téléphone portable et du coup, quand vous avez tous vos collègues qui ont un téléphone portable, vous vous retrouvez être le seul et donc ça vous exclut un peu socialement de ne pas avoir de téléphone portable. Donc ça fonctionne aussi beaucoup sur le mimétisme humain, à savoir Ouais. normaliser les comportements. La publicité fonctionne aussi sur un petit peu sur la segmentation des gens. Je veux dire, quand par exemple on va nous proposer tel ou tel produit parce qu'on fait partie de telle ou telle communauté, qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que ça joue? C'est un des facteurs aussi, c'est la distinction sociale par les différents produits. C'est General Motors qui a commencé. Hein, avant General Motors, on avait la Ford T, Ouais. qui était unique et qui était la même pour tous, une seule couleur, un seul gabarit. Mhm. Et ensuite, General Motors a commencé à faire différentes marques
qui ont différentes cibles, et ensuite mettre des modèles avec des années chaque année pour que les Américains ils achètent chaque année une nouvelle voiture. En gros, si vous avez votre voisin qui a une grosse voiture, vous voulez une plus grosse voiture que votre voisin. Quand on catégorise les gens comme ça, est-ce que aujourd'hui, enfin quand la publicité fait ça, aujourd'hui, à travers notamment les réseaux sociaux et les propositions qu'on peut avoir de tel ou tel produit sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est suffisamment fin? C'est-à-dire que est-ce que ils ont raison? C'est-à-dire que, imaginons que moi je fais partie d'une communauté, je sais pas, des hommes blancs français, voilà. Je vais avoir tel produit qu'on va me proposer. Est-ce qu'ils ont raison de me proposer ce produit-là parce que ça correspond pile poil à ce que je suis, ou est-ce qu'ils me mettent dans une case où j'ai pas forcément envie d'être, d'après vous? Pour nous, c'est surtout le deuxième cas, à savoir, c'est des publicitaires, des agences de publicité qui vont décider ce que vous allez voir ou pas, quelle information vous allez avoir dans la journée. Oui. Donc, typiquement, moi j'ai 40 ans, je suis un homme blanc. Si on me cible bien, je vais avoir toute la journée des publicités pour les voitures. Or, j'ai pas de voiture, je suis pas intéressé par la voiture, donc tant qu'à faire, je préfère pas être ciblé. Autre cas, si vous êtes une femme entre 25 et 35 ans, on va vous proposer tous les jours des trucs pour les enfants, pour les couches, parce qu'on estime que c'est à la femme de s'occuper des enfants, et donc c'est à la femme d'acheter enfin, quand je dis on, c'est le système publicitaire, hein, c'est pas ma position. Mais donc, globalement, les femmes vont être beaucoup plus soumises à telle ou telle injonction. Imaginez que vous voulez pas d'enfants ou que vous pouvez pas en avoir, et que toute la journée, on vous mette des publicités pour des couches et autres produits pour enfants. Si vous pouvez pas en avoir et que vous voulez en avoir, vous risquez de mal le prendre. Donc du coup, la question par rapport à tout ça, c'est est-ce que nous sommes sensibles à la publicité? Vous nous dites oui parce que le cerveau, par le biais de la simple exposition, il va s'habituer à telle ou telle marque. Vous nous dites que quand on est catégorisé, ça va forcément nous affecter en bien ou en mal, éventuellement, par rapport à le fait que ça nous corresponde ou pas. Et les gens qui vous disent, moi, la publicité, ça me touche pas, ça m'affecte pas, qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, généralement, je commence mes interventions publiques par poser une question au public. Exactement cette question, est-ce que vous pensez que vous êtes influencé par la publicité? Donc là, je vois les réponses, il y a des mains qui se lèvent, parce que certaines personnes sont conscientes d'être influencées. Et ensuite, aux personnes qui n'ont pas levé la main, je dis des mots comme soda, pâte à tartiner, fast food, et je leur demande si ces mots-là ont créé une image de marque dans leur cerveau. Généralement, ces trois mots-là, on sait à peu près quelle marque il va y avoir. Donc là, je viens de mettre 3 marques, je crois savoir lesquelles, à tous les auditeurs auditrices du podcast. Et voilà, on connaît ces marques, qu'on soit consommateur ou consommatrice de ces marques-là ou pas. Qu'on soit intéressé ou pas à ces produits. Je connais des dizaines de marques de voitures, je n'en achète aucune. Donc on peut conclure que la publicité nous affecte quoi qu'il arrive. Sur le geste d'achat, ça nous affecte parce qu'on va connaître les marques, mais entre le fait de connaître une marque et le fait d'être manipulé par la publicité dans le fait d'aller acheter, il y a peut-être une distinction. Oui, non, mais encore une fois, nous, on ne dit pas qu'on est des chiens de Pavlov, on voit une pub et on achète le produit. Par contre, quand vous avez la capacité de toucher 1 million de personnes, si ça marche sur 10%, ce qui n'est pas énorme, vous avez déjà touché 100 000 nouveaux clients. Les 100 000 qui seraient potentiellement un petit pourcentage affecté de manière un peu inconsciente, du coup, par la publicité. Plus ou moins, peut-être que c'était un produit qui les intéressait de base et ils ont vu cette pub et ils s'y sont allés. Il n'empêche que s'il n'y avait pas eu cette campagne de pub, ces 100 000 personnes n'auraient pas acheté ce produit. Alors à quel point la publicité nous affecte du coup? Parce que, bon, très bien, on admet qu'on est affecté par la publicité. À quel point ça nous affecte? Est-ce que c'est, je vais prendre plusieurs termes, mais de l'aliénation, de l'abrutissement, une simple désorientation, une confusion ou un désagrément? Quel serait votre qualificatif pour désigner les effets de la publicité sur nous, en France en tout cas? Moi, je préfère parler d'influence plutôt que d'aliénation. Voilà, pour donner des chiffres, pour vous qui ne sont pas au doigt mouillé, on reçoit en moyenne en France entre 1200 et 2200 messages publicitaires par jour. Ces messages ont un impact, c'est une évidence. Enfin, il suffit de
penser aux marques que j'ai évoquées sans les nommer, pour comprendre que voilà, si on prend les sodas par exemple, il y a une marque de soda qui a beaucoup de parts de marché et l'autre qui n'en a pas, ou beaucoup moins. Quand on fait goûter à l'aveugle les deux, les gens préfèrent la marque qui a qui a le moins de parts de marché. D'accord. Mais par contre, quand ils achètent l'autre, effectivement. Ouais, ok. Voilà. Est-ce que on a déjà parlé un petit peu des mécanismes de la pub, puisqu'on a dit, on a essayé de déterminer si on était sensible à la publicité ou pas, à quel point ça nous affecte pour vous, ça vous paraît être pas encore une aliénation, du coup, bon. Aliénation, je trouve ça un peu fort. Alors si on utilise aliénation, je dirais aliénation douce, parce que on met pas un pistolet sur la tempe aux gens pour leur dire achète mon produit. Ouais, C'est un peu ça où je trouvais que le terme aliénation est un peu fort. Par contre, l'influence est puissante. Ça, Alors je voulais vous demander justement quelques cas précis. Moi je pensais à un cas qui n'est pas forcément rattaché à la publicité directement en soi, en tout cas pas la publicité de rue par exemple, qui est le cas de Cambridge Analytica. Pour les auditeurs, je rappelle brièvement, c'est en 2015 que ça a été dévoilé. C'est qu'en fait il y a Cambridge Analytica qui travaillait pour la campagne de Trump et qui a en gros converti une bonne partie, enfin, plusieurs dizaines de milliers de personnes, il me semble, à la campagne de Trump pour les inciter à voter pour lui, à travers donc Facebook qui avait distribué les données de ces personnes-là. Donc c'est des gens qui ont été influencés, qui à la base n'avaient pas l'intention de voter pour Trump et qui ont fini par voter pour lui au moment des présidentielles à cause de cette influence de Cambridge Analytica et des algorithmes, etc. Est-ce que déjà, vous faites rentrer ce genre de cas dans ce qu'on appelle la publicité, ou est-ce que vous le mettez ailleurs? C'est très clairement, enfin là, Cambridge Analytica, c'est l'utilisation du système, de la puissance du système publicitaire à des fins de propagande électorale. D'ailleurs, moi je préfère parler de propagande commerciale plutôt que de publicité. Au même titre qu'on parle de propagande électorale dans le code électoral, quand on parle des campagnes électorales. Ouais. Et donc là, très clairement, Trump a utilisé la puissance de Facebook alliée à la puissance du ciblage publicitaire pour faire changer, parce que globalement, ce qu'il faisait, c'est que il n'y avait pas deux fois le même message. Si vous êtes un homme de 45 ans, vous n'allez pas avoir le même message qu'une femme de 30 ou une jeune personne plus jeune. C'était très, très ciblé, très catégorisé, effectivement. Très ciblé en fonction de vos profils aussi, parce que Facebook connaît très bien vos centres d'intérêt. Et donc, il savait que pour convaincre tel ou tel type de profil, il fallait plutôt taper sur tel sujet et donc aller sur... Donc là, on avait des milliers de messages qui ont été envoyés, des milliers de messages différents qui ont été envoyés. Alors, je rappelle, en fait, parce que je voulais donner le chiffre exact, 87 millions d'utilisateurs Facebook qui ont été influencés par cette campagne de Cambridge Analytica, en fait. Alors, tous n'ont pas forcément voté pour Trump à la fin, mais forcément, sur les 87 millions, il y en a eu beaucoup qui ont été influencés. Oui, voilà. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec ce qui se passe. C'est l'utilisation du système, de la puissance du système publicitaire pour faire modifier des comportements. Et force est de constater que, a priori, ça marche, puisque Trump a été élu contre toute attente, personne n'y croyait. Qu'est-ce que ce serait, en fait, un être humain qui ne subit pas de publicité? Est-ce que vous vous posez cette question-là? Moi, je me la suis posée en voyant votre projet, et je me suis dit, bah, effectivement, est-ce que je suis très différent? Est-ce que je serais très différent si j'étais pas exposé à la pub de manière constante? Bah, on serait déjà moins soumis à des injonctions de consommation de produits dont on n'a pas forcément besoin. Très clairement, une personne qui est soumise à des centaines de messages qui lui disent de renouveler son téléphone parce qu'il y a telle nouvelle fonctionnalité, alors que celui qu'elle possède fonctionne encore, elle va être beaucoup plus incitée à renouveler son téléphone prématurément qu'une personne qui n'aurait pas ces publicités. La publicité dans la rue, comment on fait pour s'en prémunir? Est-ce que c'est possible déjà? Bah, il faut adhérer à RAP pour qu'on ait plus de
poids D'accord. dans les négociations pour limiter le nombre de publicités qu'il y a dans la rue, parce que à part être malvoyant et aveugle, il n'y a pas de moyen il y a pas de bloqueur de pub IRL, il n'y a pas de lunettes, et quand bien même elles existeraient, je suis pas sûr que je les prendrais. D'accord. Mais qui masquerait la pub, ça n'existe pas. Est-ce que c'est pour ça que les publicitaires ils continuent à faire de la pub dans la rue? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a aucun moyen de s'en prémunir ou très peu, et du coup ils se disent si on veut toucher les gens qui n'ont pas de télé, c'est là qu'on les touche, par exemple, etc. Ah bah, moi, c'est pour ça, pour cette raison-là spécifique, que je pense que l'affichage extérieur n'a aucune crainte à faire, à avoir pour son modèle économique, puisque ça reste le média le plus puissant pour toucher le consommateur juste avant l'acte d'achat en physique. Et ça reste le dernier média de masse, puisque, y compris maintenant la télévision, vous pouvez cibler les gens en fonction de ce qu'ils regardent. Depuis 2 ans maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans, on peut cibler la publicité comme on le fait sur Internet à la télévision, alors qu'avant c'était pas possible. On va passer à la conclusion. Après cette discussion-là, je vais vous laisser faire le verdict, hein. Et puis avec toutes vos connaissances, évidemment. Euh, Moi, j'ai l'impression que le consommateur français, mais en général dans le monde, est aliéné en ce sens qu'il est fortement influencé par la publicité, et que si il subissait pas cette influence, y compris la publicité politique, hein, comme par exemple avec Cambridge Analytica, il aurait des comportements différents et probablement des comportements plus raisonnables, par exemple par rapport à l'écologie, la consommation, euh, aux choix politiques qu'il peut faire, etc. Et donc, pour moi, ça, c'est une forme d'aliénation. Est-ce que vous, quelle conclusion vous faites de ce que Bah, vous observez? je reprendrais plus le terme de forte influence ou aliénation douce. Mhm. Mais moi, si je milite à rap depuis aussi longtemps, c'est que je suis convaincu que c'est pas en changeant la publicité qu'on va atteindre la transition écologique. Ça, Ouais. c'est pas le seul. Si on fait que ce levier-là, on n'y arrivera pas. Par contre, si on ne le fait pas, donc si on régule pas de manière très drastique la publicité, on n'arrivera à aucune transition écologique puisque les gens sont toujours bombardés de messages pour consommer. Donc D'accord. tant qu'on n'aura pas fait cette étape-là, pour moi c'est un peu une étape préalable à faire changer les comportements. Penser qu'on pourra y arriver en maintenant le système actuel, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Est-ce que vous voulez dire quelque chose pour terminer l'interview? Adhérer à RAP parce qu'on a besoin de poids. D'accord. Ok. Et que clairement les politiques ils aiment le rapport de force et qu'on reste une petite association et qu'en face ils sont vraiment très très puissants. Donc en face on a Havas, Publicis qui sont des mastodontes mondiaux, on a JCDecaux qui est le numéro 1 mondial de l'affichage. Les pouvoirs politiques sont pas du tout motivés pour les brider vu leur poids dans le secteur. Donc, tant qu'ils n'auront pas des centaines, voire des milliers de personnes dans la rue pour leur dire qu'il faut réglementer la publicité, ils ne le feront pas. D'accord. Donc, je rappelle que RAP, c'est une association qui est présente actuellement à Paris. Est-ce que vous êtes présent dans d'autres villes en France? On a une dizaine de groupes locaux, que ce soit à Nantes, à Strasbourg, à Marseille, j'en oublie. Et vous avez un site internet? Et on a un site internet où vous trouvez tous ces groupes locaux-là. Antipub.org. Très bien, ben, écoutez Thomas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview. Je rappelle aux gens qui vont écouter le podcast qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à s'abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir voir nos autres vidéos et mettre un pouce pour déjouer un peu les algorithmes, en tout cas jouer avec les algorithmes de YouTube. Voilà, merci encore Thomas. Merci. Et je vous dis à bientôt. À bientôt.